Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, à suivre dans un instant la une des journaux. Kader Achirou, bonjour. Bonjour, à vous chers amis internautes, bonjour. À la une des parutions ce matin, les postes de responsabilité dans la chaîne de dépenses publiques, le projet de loi de finances 2020, l'amélioration de l'accessibilité des communications électroniques et de la poste et la coopération bénino-nippone. Le bulletin matinal d'information avec vous, Kales Kitome, bonjour. Bonjour Nadège. Le 32e anniversaire du décès du président Thomas Sankara et le dialogue politique occupe le rôle du pavé de ce bulletin. Et puis, dans le débat, retour donc sur le dialogue politique et dans un instant, l'actualité sportive et quelques informations pêle-mêle pour meubler cette émission que j'ai le plaisir de vous présenter. Voici donc la une des journaux. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? Merci, papa! À Esaü, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. Esaü, c'est aussi sa télé numérique Esaü TV et son journal L'Informateur. Esaü, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Esaü, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien national d'information La Nation qui titre en manchette ce matin. Poste de responsabilité dans la chaîne des dépenses publiques, la base de données des cadres à nommer effectives. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du quotidien national d'information. Toujours à la une du quotidien de service public, projet de loi de finances 2020. Les priorités pour renforcer l'économie vous sont proposées à la page 5 de la parution du jour de La Nation. Coopération bénino-nippone, dont de 1,750 milliard de francs CFA de riz japonais au Bénin. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. À découvrir également dans les mêmes colonnes de la parution du jour du Canard, une audience à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC pour une presse responsable au service de la population. Carte sur table en manchette ce matin parle de tenue effective du dialogue politique. Le professeur Judith Guidja salue l'esprit d'humilité, de patriotisme et de clairvoyance du président Patrice Talon. Toujours à la une de carte sur table de ce matin. De la prison à l'évacuation sanitaire, l'ex-préfet du département du littoral, Modeste Toboula, annoncé de retour. Les 4 vérités, affaire Gounou Patrice à Boycon, le maire à Trocco, très préoccupé par ce cas. Des précisions à la page 11 de la parution du jour du Canard. Et toujours à la une de les 4 vérités, supposé lynchage d'un député de la 8e législature à Tchaourou, Adam Bagoudou explique et parle d'intoxication. Des précisions à la page 2 de sa parution du jour. Les pharaons, campagne cotonnière 2019-2020, la Sodeco exhorte les producteurs à l'utilisation des produits homologués et testés. Nous passons à présent au quotidien La Presse du jour. 14e Assemblée Générale de l'UIP, le Louis Vlavono en Nord, le Bénin en Serbie. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du quotidien La Presse du jour. L'actualité en manchette ce matin parle du rapport du dialogue politique, les points qui fâchent vidés, signe avant-coureur du consensus retrouvé. Les détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. Et nous passons à présent à Le Béninois libéré. Dialogue politique à vie d'un vétéran au Parlement, le décryptage de Rachid Guadamansi. Vous avez publié la page 3 de la parution du jour du Canard et audio menaçant du commandant en chef Bertin Kourovi. Aboubakar Takou jette l'éponge par peur. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution du jour de Le Béninois libéré. Le challenge à présent. 141e Assemblée Générale de l'Union interparlementaire, le président Louis Vlavono parle des réformes, des précisions dans les colonnes de sa parution du jour et effectivité du fichier
des cadres dans la chaîne de dépenses publiques. Talon tient une promesse de campagne, 53 aux cadres identifiés, des précisions dans la parution du jour du Canard. Dialogue politique initié par le chef de l'État, la montagne a accouché d'une souris, sans tête ni queue du vent selon l'Union sociale libérale. Le rapport tronqué, s'interroge le confrère Manchette. Le parti de Sébastien Germain à Javon met en garde Patrice Talon contre son projet opportuniste de révision de la Constitution. Toute l'opposition réunie au sein de la résistance sonne l'alerte, menace et reste vigilante. Nous passons à présent au quotidien L'Autre Vision, soutien financier de l'Allemagne au Bénin, 52 milliards de francs CFA pour appuyer la formation technique et professionnelle. Nous passons à présent au quotidien Nord-Sud quotidien pour l'agriculture, le numérique, l'eau et la bonne gouvernance. L'Allemagne fait un don de 52 milliards de francs CFA au Bénin. Après le dialogue politique, le peuple espère des actes forts, fait savoir Info Plus en manchette ce matin, en manchette de Le Matinal de ce matin, fichier national des cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques. Talon concrétise une promesse. Les 57 premiers cadres sélectionnés, les différents postes administratifs pourvus. Des détails à la page 11 de la parution du jour de Le Matinal. Matin libre à présent. Et de 2 pour l'universitaire rapporteur. Combien Tokpano a coûté pour son dialogue avec Talon, s'interroge Matin Libre ce matin manchette. Guide du facilitateur Dorothée Sosa, toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Test de popularité manqué à Tiarou, Bagoulou toujours indésirable. Des précisions à la page 2 de la parution du jour du Canam. Le confrère de la matinée, appréciation de l'Union sociale libérale sur le dialogue politique. Ce monologue est aussi un aveu d'illégalité et d'illégitimité de la 8e législature, un aveu d'échec du système partisan, rapporte le confrère en manchette. Toujours, nous passons à présent au quotidien Libération, dialogue politique, un rapport qui fait l'unanimité des participants, communique Libération en deuxième titre à la une. Bénin intelligent. Pour le maintien du leadership du coton béninois, la Sodeco veille au grain. Nous pensons à présent au quotidien l'événement précis. Le président du groupe parlementaire Union progressiste, Massona Ronoukoun, sous à palabre de l'événement précis, c'est impérieux qu'on révise la Constitution, a-t-il laissé entendre. Nous finissons avec le quotidien La Dépêche, déclaration de l'Union sociale libérale. Force politique et l'opposition, l'USL dit non au dialogue exclusif. Merci à vous, Kader Achirou. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques. Vous les avez aussi en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Carles Kitomé. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue à ce bulletin. Le dialogue politique organisé du 10 au 12 octobre dernier au Bénin a accouché de plusieurs recommandations que le chef de l'État, le président Patrice Talon, a pris l'engagement de respecter. Il s'agit entre autres de l'organisation des élections générales anticipées en 2020 et en 2021, précédé du toilettage de la charte des partis politiques et du code électoral et quelques autres dispositions. Les 96 délégués présents à ces assises ont proposé des mesures pour le financement public des partis politiques. Le rapporteur général Victor Prudent Tokpa nous précise. Sur le renforcement du système partisan et du processus électoral aux fins d'assurer la prépondérance des partis politiques. La réflexion a été abondante sur le rôle primordial des partis dans le système politique. Évidemment, il n'y avait que des représentants de partis, donc ils ont fait la part belle aux partis. Ils ont demandé à ce que les élections soient l'affaire des partis politiques avant d'être l'affaire des candidats indépendants. Ils ont donc convenu, premièrement, de l'institution des élections générales. Des élections générales. Et de ce point de vue, les réflexions sont allées dans deux directions. Le rôle de l'argent et surtout le coût des élections en République du Bénin. Il est apparu très clairement qu'en faisant de la politique comparée, le Bénin avait probablement les coûts d'organisation d'élections les plus élevés. Et dans un pays comme le nôtre, la moyenne investie dans chacune des élections en fonction de la nature des élections, c'est de 10 à 20 milliards de francs CFA. Il suffit simplement qu'il y ait 3 élections, 4 élections au cours d'un mandat pour que nous ayons à consacrer 40 milliards de francs CFA, rien que pour les élections. Les partis en ont conscience. Ils ont estimé que ça avait un coût économique pour le Bénin. Les délégués ont également eu droit sur
les conséquences psychologiques, physiologiques et physiques des campagnes électorales sur non seulement les candidats eux-mêmes, mais en plus sur leurs familles. En conséquence de quoi, ils ont estimé que pour réduire le stress qui en découle, ils sont tous favorables à l'organisation des élections générales afin de limiter les hypertensions que beaucoup d'acteurs politiques traînent au Bénin. Et enfin, ils ont eu tous conscience de ce que l'administration publique béninoise est plus ou moins paralysée pendant la période des élections et ça peut durer plusieurs semaines. Ils savent aussi que cette absence dans les administrations a un impact économique que les économistes savent mieux que nous calculer. En conséquence de quoi, ils ont estimé, et ils ont tous retenu le principe d'élection générale qui peut s'organiser une fois par an, enfin, au cours d'une année. Certains sont même allés jusqu'à dire 6 mois largement suffisants et non pas 1 an. Et donc, ce fut un temps fort de réflexion pour lesquels ils sont tous conscients que cela a des répercussions, qu'ils seront prêts au cours d'un atelier de validation, si tel était le choix du président de la République et de son gouvernement, d'aller plus loin dans les échanges et les propositions concrètes. Ils ont également retenu l'accélération du processus de vote de la loi sur le financement public des partis. Ça semble être pour eux une préoccupation majeure. Et donc, ils ont voulu, puisque certains partis ont pu remplir les formalités, mais après les élections législatives d'avril 2009, ils ont souhaité que dans les mesures transitoires qui seront prises par vous et votre gouvernement dans le budget de l'année prochaine, que tous les partis qui sont représentés dans ce dialogue puissent être bénéficiaires d'une aide financière de l'État. Le parti Foscori pour le développement du Bénin, FCDB, a été représenté par une trentaine de délégués à ces assises. Fred Houenou, le conseiller spécial à la jeunesse et à la formation de ce parti, rappelle les raisons de la participation de cette formation politique à ces assises. Il est au micro de Abdelkader Achirou. Qu'il vous souvienne qu'au lendemain des élections législatives d'avril 2019, nous sommes rentrés dans ce qu'on pourrait appeler une crise électorale. À l'époque, quoique notre parti n'ait pu participer aux élections, nous avons déploré la crise, mais nous avons laissé entendre que, comme toutes les crises politiques, l'issue est incertaine. Mais en même temps, les crises portent en elles le processus de l'évolution des sociétés humaines, pour peu que les acteurs politiques veuillent bien l'encadrer pour en faire advenir les possibilités les plus émancipatrices pour notre peuple. Nous avons vu à travers l'invite du chef de l'État à ce dialogue politique une possibilité d'émancipation pour notre peuple et nous n'avons pas hésité à saisir cette main tendue. L'esprit dans lequel nous avons abordé les travaux de ce dialogue, nous l'avons décliné dans notre déclaration liminaire. Nous avons estimé que ce dialogue s'inscrivait dans le cadre du renforcement de notre unité nationale et de la consolidation de notre expérience démocratique. Nous avons par ailleurs invité les délégués présents à aller vers le rassemblement parce que les nations n'avancent, ne font un pas sur le chemin tortueux de la démocratie que lorsque les rassemblements priment sur les divisions partisanes. Maintenant, bien entendu, pendant que nous y étions là, il y a eu ce qu'on peut appeler un contre-dialogue au niveau du Champ d'Oiseaux de Cotonou. Mais voyez-vous, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, l'opposition dans notre pays se résume, et même nos tests le prévoient, se résume en fait à une opposition de personnes. Est-ce que, alors on peut s'étonner que dans cette obscurité qui pèse encore sur nous, que certaines personnes, lorsque vous ouvrez brusquement les portes de l'avenir rayonnantes, que certaines personnes ne se détournent la tête et ne ferment les yeux dans une sorte d'éblouissement. Je pense que chacun fait ce qu'il a à faire.
Fred Houé nous précise pour finir les dispositions innovantes du dialogue politique. En fait, au niveau des 4 grands principes sur lesquels il y a eu consensus, d'abord celui du toilettage des tests qui étaient mis en cause, notamment la charte des partis politiques et le code électoral. Au niveau de la charte, nous avons estimé que les griefs formulés étaient que il y avait une volonté de l'exécutif de ne pas accepter que certains partis d'opposition se fassent enregistrer afin de pouvoir compétir. Et à ce niveau, nous avons constaté que le problème d'enregistrement des partis politiques pose la problématique de leur existence juridique. Voilà pourquoi nous avons proposé que désormais les partis politiques soient enregistrés de manière judiciaire, c'est-à-dire au niveau de la Cour suprême. Au niveau, par exemple, du code électoral, notre proposition a été une réduction drastique des cautions pour les élections législatives et pour les élections présidentielles, parce que nous estimons par ailleurs que l'argent a fait suffisamment de mal dans notre société. Aujourd'hui, notre société est dominée par les valeurs de l'argent, vous le savez, qui divisent les hommes en 2 catégories. Si nous ne voulons pas faire de la chose politique qui est dépositaire de la gouvernance de la cité, une activité seulement réservée à une élite nantie, il faut que nous puissions diminuer les cautions de manière à ce que toutes les couches et toutes les classes aient accès à la chose politique. Au niveau du renforcement du système partisan, l'innovation, la proposition que nous avions apportée à ce niveau, c'est d'abord de faire des élections désormais dans notre pays l'affaire des partis politiques. Donc, les élections législatives, communales et locales doivent être l'affaire des partis politiques. Nous avons voulu qu'on étende cette disposition au niveau des élections présidentielles aussi. Nous avons aussi proposé par ailleurs, en cas de difficulté, d'étendre cette disposition au niveau des partis politiques, que les candidats indépendants se fassent parrainer par des élus de la nation, que ce soit des élus nationaux comme les députés, que ce soit les élus communaux et les élus locaux. Par ailleurs, nous avons aussi pensé à l'instauration d'une année électorale, afin non seulement de réduire le coût matériel, financier et psychologique des élections sur notre pays, mais aussi de pouvoir mettre notre peuple au travail. Vous savez, c'est important que nous puissions travailler par ailleurs pour pouvoir construire une économie afin de la partager. Au niveau de la question de l'équité, nous en avons voulu faire une ambition de justice évidente pour la femme. Vous savez, notre Constitution préconise en son article 26 que hommes et femmes, nous sommes égaux devant la loi, mais on constate que cette égalité demeure encore une égalité sur papier qu'il nous faut faire advenir dans la réalité quotidienne de notre pays. Cela passe nécessairement par l'évolution d'une mentalité selon laquelle les hommes prévaudraient sur les femmes. Et donc, si nous voulons tenir notre promesse républicaine de fraternité, de justice envers la femme, nous devons inscrire dans notre codification de vivre ensemble une discrimination positive à l'égard des femmes. Nous sommes allés jusqu'à proposer désormais que ce soit 40% de femmes sur les listes électorales. Ensuite, sur la question du statut de l'opposition, nous avons pensé, nous avons demandé une réécriture de ce statut de l'opposition, parce que nous avons trouvé qu'aujourd'hui, même avec l'actuelle charte des partis politiques, on peut enregistrer les partis politiques sans une idéologie politique et sans un projet de société clair. À partir de cet instant, sur quoi est-ce que les gens s'opposent? Que ce soit à l'Assemblée ou en dehors de l'Assemblée, on s'oppose seulement à celui qui gouverne sur la base de rancœur personnelle. Voilà pourquoi est-ce que l'animation de la vie politique dans notre pays est ponctuée par des manifestations farouches, furibondes, ou par des diatribes que nous appelons vitalité de la démocratie. Parce qu'on ne s'oppose pas sur une vision de la société claire et sur des actions claires que nous entendons mener. Et donc, nous avons demandé qu'on puisse réécrire la charte des partis politiques dans ce sens, afin de permettre qu'une opposition se dégage clairement sur des principes
de gouvernance. Couronnée Miss Tourisme 2019 le samedi dernier à l'hôtel Azalaï, Gypsy Omao va porter l'étendard du tourisme béninois dans son Alibori natale et à l'international. Elle a dévancé les Miss départementales en valorisant les danses traditionnelles de son département et en présentant un projet promoteur pour le développement touristique devant un jury de connaisseurs. Suivez le compte rendu de la Détentrice d'un Master 1 en journalisme, Gypsy Omao remporte la couronne de Miss Tourisme 2019 le samedi 12 octobre 2019 à Azalaï Hotel. Le tourisme est l'ensemble des activités effectuées par une personne en dehors de son milieu de vie habituel pour une durée de 365 jours au plus, qu'elle soit pour des raisons d'affaires, de loisirs ou autres motifs. Grâce à sa riche culture, le Bénin fait partie des destinations touristiques les plus attractives de l'Afrique occidentale. Au patrimoine de cette richesse, on peut identifier les cultes des mâles, les masques guélédés, les zombitos, les clitors, la danse traditionnelle, ainsi que les sites touristiques tels que le temple de Piton, la bouche du roi, le village sur pilotis de Gonvier, les Tatasomba et j'en passe. Toutes ces diversités culturelles sont autant des ressources à valoriser pour développer le tourisme sous toutes ses formes, principalement le tourisme d'affaires, de loisirs et de soins. Bien que ces valeurs et atouts touristiques se répartissent à travers tous les départements du territoire national, il est à déplorer que le Bénin ne tire que 0,7% de son PIB du secteur du tourisme. Il est donc évident que le vaste champ touristique qu'est le Bénin reste un potentiel largement sous-exploité. Des projets à long terme s'imposent donc pour un tourisme durable. Et comme on le dit si bien en anglais, a country can only be promoted by its custom features and traditions. Benin has a story to square. Gypsy a dévancé les Miss Tourisme 2019 des départements du Bénin et succède à Huguette Diane Toinzou. Gypsy Omao a été choisi par le jury composé de Fortuné Sosa, de Rachel Agbossou et de Tony Nyambore à travers l'exécution d'une danse traditionnelle de son Alibori natale, la présentation d'un projet de développement touristique et le thème de l'édition. Gypsy Omao aura pendant son mandat approuvé que la diversité culturelle du Bénin est un atout pour son développement durable. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Rémi Prosper Moretti, a reçu en audience le mardi 15 octobre au siège de l'institution les membres de l'association Radio Maria Bénin et ceux de la Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH. Le président de la Commission béninoise des droits de l'homme, Clément Capochichi, à sa sortie d'audience, explique que la CBDH, au terme de la loi, a pour mission la promotion et la protection des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire béninois. Nous avions eu à échanger avec les médias il y a de cela un mois sur leur rôle dans la promotion et la protection des droits de l'homme, sans oublier les problèmes qu'ils rencontrent. Il nous est revenu que des questions qui méritent notre attention ne peuvent être résolues sans l'apport de la HAC, a-t-il précisé à sa sortie d'audience. 15 octobre 1987, 15 octobre 2019, 32 ans que Thomas Sankara a été assassiné. Né le 21 décembre 1949 à Yakro, en Haute-Volta, Thomas Isidore Noël Sankara est mort le 15 octobre 1987 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Homme d'État anti-impérialisme, révolutionnaire, socialiste, panafricaniste et tiers-mondiste, il a rebaptisé son pays, la Haute-Volta, qui est devenu le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, pendant son mandat qui a duré de 4 août 1983 au 15 octobre 1987.
il a mené une lutte pour l'émancipation et l'autosuffisance de son pays en misant sur ses valeurs intrinsèques, en diminuant les dépenses publiques et en encourageant ses compatriotes à consommer burkinabé. Il a mis en place des projets d'irrigation qui permettent aujourd'hui au Burkina Faso d'exporter des produits agricoles vers les autres pays de la sous-région ouest africaine. Au Tchad, pour finir, une vingtaine de jeunes élèves de la province du lac Tchad, bacheliers en 2019, bénéficient de bourses pour étudier à N'Djamena, la capitale. L'octroi de ces bourses est considéré comme une réponse efficace à la destruction des infrastructures scolaires dans cette région où Boko Haram interdit aux populations d'aller à l'école. La région du lac Tchad, qui est sérieusement affectée par les attaques des insurgés islamistes, a vu de nombreux jeunes abandonner le chemin des classes. Interrogé, un des bénéficiaires de cette bourse estime que faire des études supérieures pendant que la situation sécuritaire rend très incertaines les études dans leur région d'origine est une chance. Ce sera tout pour le bulletin d'information de ce matin. Merci de votre fidélité. Merci à vous, Kaleski Tomé, pour la présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal. Place au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, quelques jours après la clôture donc, du dialogue politique, plusieurs voix s'élèvent déjà pour revenir donc sur les grandes résolutions de ce dialogue. Kader Achirou, nous avons justement reçu Fred Adriano hier au cours d'une interview. Tout à fait, les voix s'élèvent de part et d'autre pour essayer de faire le compte rendu de ce qui a été fait. Les analyses sont faites de part et d'autre. C'est vrai que les uns et les autres restent plus ou moins sur le garde dans ce qui est de l'appréciation des différentes résolutions qui ont été, ou recommandations qui ont été faites au gouvernement. Nous attendons le Conseil des ministres de ce jour afin de voir est-ce que ces recommandations seront traitées en question d'urgence. Il faut dire que la plupart des recommandations qui sont faites sont des recommandations assez agréables, comme quoi, par exemple, essayer quand même de doter au ministère de l'Intérieur le fait de l'enregistrement des partis politiques, parce que, étant donné que le ministre aussi est aussi militant d'un parti politique, et donc il ne peut pas être juge et parti, et donc confier cette tâche à la Cour suprême, et que l'enregistrement des partis se fasse au niveau de la Cour suprême, c'est une supposition que peut-être au cours d'une autre assise politique, les uns et les autres vont en débattre. Mais je crois que pour la bonne marche de ces réformes ou peut-être de ces recommandations, une révision constitutionnelle s'impose. Cette révision constitutionnelle s'impose parce que la plupart de ceux peut-être qui sont frustrés et qui ont manifesté leurs humeurs lors des échéances électorales de 2019, c'est parce qu'ils ne voudraient pas que les élections se passent et que ceux qui sont positionnés là soient élus, parce que sur la dizaine de partis politiques plus ou moins en phase avec les standards actuels, ou bien qui manifestent une volonté de vouloir être en phase avec les standards actuels, sur cette dizaine-là, il n'y avait que 2 qui ont été validés et qui ont eu à adopter une démarche légale. Et donc, c'est en manifestant leur frustration que les uns et les autres ont exprimé cette frustration. Et donc, il est de bon ton aujourd'hui qu'on puisse essayer de reprendre ces élections comme les gens estiment qu'il faut reprendre les élections. Et donc, c'est dans cette logique de reprendre les élections que certains ont proposé l'organisation en 2021 d'élections générales. C'est-à-dire quoi? Que au lieu que cette législature fasse les 4 années qui lui sont prévues, c'est que les mandats des députés là seront écourtés. Et donc, en 2021, il y aura une autre élection législative. Je crois que c'est une bonne et belle alternative pour permettre à ceux qui se sentent lésés, qui se sentent être exclus, alors qu'ils se sont exclus eux-mêmes du processus électoral, que ça leur donne une nouvelle chance de pouvoir rattraper les choses à travers ces élections générales à organiser. Et déjà, vous avez déjà vu que l'Union sociale libérale communique autour pour ne pas qu'il y ait de révision constitutionnelle. Je me pose la question de savoir, est-ce que quand le président prendra le pouvoir, est-ce que lui ne pensera jamais à une révision constitutionnelle et qui gardera cette constitution en état, même s'il devrait faire 10 ans au pouvoir? Je me pose beaucoup de questions par rapport à certaines choses, parce que les points qui sont évoqués aujourd'hui et qui font objet d'une révision constitutionnelle, à savoir le fait que désormais, au niveau des nominations ou bien des postes électifs, qu'on ait 40% de femmes, 60% d'hommes, le fait que désormais en République du Bénin, nous puissions organiser les élections générales, c'est-à-dire que la présidentielle, les communales et les législatives puissent organiser dans la même année, cela va au profit des acteurs politiques eux-mêmes et leur permet après cela de se concentrer véritablement sur les questions de développement, ce qui fait que nous aurons 3 années
qui seront plus ou moins destinés au développement du pays et non des années au cours desquelles, après une élection, il y aura toujours des intrigues politiques qui vont toujours se manifester dans le seul but de pouvoir être en ligne de mire pour la compétition électorale à venir. Donc, je pense que cette révision électorale, cette révision constitutionnelle plutôt, elle est indispensable pour la mise en œuvre de ces recommandations. Je voudrais peut-être inviter les acteurs politiques à vouloir prendre la chose du bon côté parce qu'ils sont les mêmes qui chantent à longueur de journée, tel une rengaine, qu'ils veulent une reprise des élections. Et donc, un dialogue politique a été institué, il s'est déroulé et il y a quand même, même si c'est pas dit même si ce dialogue ne remet pas en cause la légitimité de ce Parlement, le dialogue politique actuel propose une organisation générale. C'est à leur profit. C'est à leur profit et il revient à ces acteurs politiques de se joindre à cela pour se permettre d'être maintenant au sein de ce Parlement de la 9e législature, qu'on va dire, en 2021. Mais pour le faire, j'en finirai là, d'où la révision constitutionnelle, elle est obligatoire. Il faut aligner les mandats. Il faut aligner les mandats parce qu'on ne va pas dire qu'on organise des élections générales en 2021 et que le député sera toujours de 4 ans, d'autres seront de 5 ans, d'autres de 4 ans. Non, tout le monde sera de 5 ans. Si le président de 5 ans, tout le monde est de 5 ans, ou peut-être même le président de la République aussi vient à 4 ans, là, ça permettra que les mandats soient alignés. Et du moment où les mandats sont alignés, chaque année, peut-être tous les 4 ans, on dira que tous les 4 ans, on est en élection. Et donc, on aura une année électorale qui sera assez fructueuse pour les politiciens. Voilà. Alors, Carles Kitome? Oui, ben, je pense qu'il est intéressant de tenir compte des critiques qui sont constructives. Je commence par l'USL qui a émis ses critiques en ce qui concerne ce dialogue politique. Et je pense que l'USL est dans une démarche, mais quelle que soit la démarche, je pense qu'il est important de savoir que le pays est une continuité et le pays doit vivre et on ne peut pas s'en tenir juste à quelques intérêts égoïstes pour mettre quand même en difficulté tout ce qui se passe. Des voix s'élèvent. Mais moi, je dis, il faut parler et il faut proposer. Il faut critiquer, il faut dire vraiment ce qui ne va pas, il faut proposer. Et quand je m'en tiens un peu à quelques-unes des décisions qui ont été prises au cours de ce dialogue politique, je me rends compte que toutes ces décisions, que ce soit les élections anticipées, les élections générales anticipées, que ce soit le toilettage de la charte des partis politiques, que ce soit la révision du code électoral, que ce soit le changement de la structure qui enregistre les partis politiques, je crois que toutes ces dispositions, pour être applicables, ont besoin d'exister à travers des lois. Ça veut dire que la balle retourne au Parlement et reviendra aux parlementaires béninois de faire le point et de voter pour ces lois ou non. Parce que quel que soit ce qui a été dit aujourd'hui, si il passe au vote au Parlement et que le Parlement béninois ne vote pas pour que les partis politiques ne soient plus enregistrés au niveau du ministère de l'Intérieur, mais plutôt au niveau de la Cour suprême, ça veut dire que rien ne se passera. Et quand on va le faire, ça veut dire qu'il y a d'autres dispositions qui doivent être prises. Beaucoup de choses doivent changer parce que c'est une décision administrative et c'est une chaîne. Et donc, quand on déplace, je ne sais pas, un maillon de la chaîne, il faut rééquilibrer la chaîne. Ça veut dire que tout ce qui a été émis comme idée ou recommandation a besoin d'autres dispositions pour être applicable. Et il reviendra à tous les politiciens béninois d'être assez flexibles. Parce que je ne sais pas s'ils ont pensé à tous les contours quand ils ont pris chacune de ces décisions. C'est les mêmes. On avait déjà proposé dans ce pays que les élections soient alignées et c'est les mêmes parlementaires qui avaient refusé que les élections soient alignées. Aujourd'hui, avec cette décision, et bon, je ne sais pas, j'ai l'impression quand même que, j'ai pensé à un moment donné que le président Patrice Talon a quand même souhaité que les élections soient alignées. Il n'a obtenu ça nulle part et aujourd'hui, après le dialogue politique, cela se dessine. Donc je pense quand même qu'il y a des réflexions qui n'étaient pas bêtes, mais que nous avions tous rejetées. Et je pense qu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est le problème de nos intellectuels qui doivent prendre à cœur d'éplucher tout ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, de décortiquer, de détailler, pour qu'on puisse voir clair et pour qu'à l'avenir, on puisse s'en inspirer. Parce que depuis 1990, beaucoup de choses se sont passées. Est-ce que tous les Béninois comprennent ça? Est-ce que tous ceux qui vont s'asseoir dans l'hémicycle comprennent ça? Il faut des lois et quand on fait la lecture par rapport au passé, on se rend compte que ces lois-là ne sont pas en adéquation avec les désirs profonds du peuple. Et quand on commence à mettre en application ces lois, on se rend compte que les Béninois ne sont pas prêts pour accepter ces lois-là. Et ça veut dire que soit ils ont un déficit de lecture eux-mêmes,
ou bien il y a un déficit de littérature en la matière. Parce que si les écrits existent, on pourrait s'en inspirer encore qu'il faudrait aller lire un peu ce qui existe. Donc je vais inviter nos parlementaires à revisiter notre histoire politique récente et nos universitaires à quand même nous proposer des écrits pour nous conduire, pour nous diriger dans tout ce qui est fait aujourd'hui pour que ce ne soit pas fait. Non, je crois qu'il y a de très belles propositions déjà au sein de ce dialogue politique. Il faut que ceux qui ont organisé le compte dialogue s'y joignent pour quand même. Et également que ceux qui ont organisé le dialogue puissent lire ce que est sorti du compte dialogue. Les doublons, désormais quand il y aura des doublons sur des listes, c'est le candidat qui est pénalisé, mais pas la liste. Merci beaucoup. C'est le débat sur Free Matin. Nous passons donc au sport avec Lariosa Diagbeno. Lariosa Diagbeno, bonjour. Bonjour Nadège. Retour sur le match amical international entre les écureuils du Bénin et les Chipolo Polo de Zambie le week-end dernier, précisément le dimanche dernier au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Les deux équipes se sont séparées sur un score nul de 2 buts partout. Pour ces retrouvailles avec leur public, les écureuils ont presque passé à côté de leur match. Michael Poté a égalisé pour les écureuils en toute fin de match. À la sortie de cette rencontre, les fans des écureuils apprécient leurs prestations. Je vois que l'équipe béninoise n'est pas au point. Surtout à la défense, ça ne va pas. À la défense, ça ne va pas. Il n'y a rien qui a marché. Il n'y a rien qui a marché, franchement. Il n'y a rien qui a marché. Le match des écureuils aujourd'hui, c'était un bon match. Et en physionomie, les écureuils avaient encaissé le premier but. Mais ils ont su égaliser le but et l'équipe a encore mené les écureuils ont pu encore égaliser. Donc c'était un très bon match selon moi. Bon, les écureuils ils ont bien joué. Ils n'ont pas pu décourager les supporters en tant que tels. Donc selon moi, bon, j'ai vu que Dosso a bien mouillé le maillot. Selon moi, j'ai apprécié beaucoup son jeu. Même Yannick Aguemon, lui-même, il a bien joué le match. Mounier par sa tête extraordinaire avait fait le truc là quoi. Et Poté aussi avec sa tête extraordinaire avait bien traité quoi. C'est à la Ronaldo quoi. Ouais. Le match des écureuils pour moi, je dis là je suis tellement content quoi. Là ils ont bien joué, ils ont bien géré. C'est comme on était à la CAN quoi. Ouais, ils ont la tête de Mounier là, c'est Ronaldo quoi. J'aime mon pays, ils ont bien travaillé mais avoir les défauts de ces années-là, on va essayer de gérer ça quoi. C'est bon. Ils ont essayé parce que avant là, on a joué Bénin-Zambie -1, mais cette année je ne comprends rien. Descendons d'un cran et parlons de Zaïre Football Club. Le club universitaire joue sur 2 tableaux en ce début de saison. Toujours en lice en Coupe de la Confédération, le vainqueur de la Coupe du Bénin 2019 nourrit de modestes ambitions en Vitalor Ligue 1 cette saison à cause de certaines contingences. Son directeur sportif, Quentin Toussaint Didavi, s'explique. Je dirais tout simplement, je ne vais pas vous décevoir, mais les ambitions, c'est le maintien. C'est le maintien parce que si on me donne l'opportunité de participer encore à une compétition africaine, je vais baisser les bras. Je ne participerai pas. Vous savez, lorsque vous participez à une compétition et que après chaque match vous saignez, je crois que il vaut mieux que vous vous rabattiez sur votre championnat. Nous sommes déjà dans la compétition, nous irons jusqu'au bout. Mais si on doit continuer de compter sur nos propres forces, sur nos propres moyens, je pense que je préfère laisser les équipes de société qui ont les moyens de participer à la compétition africaine. Lorsque vous attendez, disons, quelque chose que vous n'avez pas et que vous persévérez, vous vous dites que demain sera bon et que c'est la même situation, je crois qu'il vaut mieux jouer pour être maintenu dans le championnat. Bon, c'est vrai, si Esaü a une ambition, je crois que nous sommes préparés pour. Nous sommes actuellement l'équipe qui est beaucoup plus en jambes.
au niveau des équipes béninoises. Vous l'avez vu ce soir, tout le monde n'a pas joué. Nous nous sommes donné même le plaisir, le luxe de sanctionner nos meilleurs joueurs. Il y a 2 ou 3 meilleurs joueurs que nous avons sanctionnés qui n'ont pas joué ce soir. Et malgré que nous avons intégré les nouveaux, vous avez vu que le cap est resté, ils n'ont pas été si mal. S'ils devraient concrétiser toutes les actions qu'ils ont, il y a longtemps que le match serait plié. Donc l'équipe est toujours en forme. Nous pouvons tenir, mais vraiment, ne me demandez pas ce que j'attends de cette saison. Je n'attends que le maintien. Le week-end prochain, pour le compte de la 2e journée de la Vitalor Ligue 1, le Zaïre Football Club va recevoir au stade René Pleven de Cotonou les Dragons de Louémé. Et si sur FM Free Matin du jour, portez-vous bien à demain pour un autre numéro. Au revoir.